C'est la première grande réunion publique qu'organisait l'UPR à l'occasion des élections régionales du mois de décembre. Donc c'est un tout petit peu plus de 2 mois avant. Ça s'est très bien passé. C'était la 4e fois que je venais à Bordeaux depuis que j'ai créé l'UPR. On n'avait jamais eu autant de monde. On a eu 160 personnes. C'est beaucoup. C'est pas énorme. On pourrait rêver, bien sûr, d'avoir un stade plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existe plus, ce que nous faisons. Il n'y a plus de réunions publiques organisées, même par les grands partis politiques. Je suis persuadé, par exemple, que si le MoDem ou l'UMP, enfin les Républicains avaient fait, ou le PS avait fait une réunion publique, il n'aurait pas eu autant de monde que nous, parce que les Français sont complètement désabusés, se désintéressent de la politique, ne croient plus dans les partis politiques. Et bien là, nous avons quand même 160 personnes qui ont fait le déplacement pour venir écouter. Alors pourquoi ça ? Parce que notre mouvement est en pleine croissance. Sa notoriété ne fait qu'augmenter. Le résultat également dans les urnes est important. Je rappelle que depuis aux élections européennes de 2014, de mai 2014, on avait fait, au niveau national, on avait fait 0,41% des suffrages, ce qui n'était évidemment pas beaucoup, mais il y avait entre 25 et 32 listes selon les grandes régions. Cette année, depuis le 1er janvier jusqu'au 6 septembre, on s'est présenté dans 15 élections, 14 élections départementales et une élection législative partielle, et on a fait en moyenne 1,7% des suffrages. C'est-à-dire qu'on a vraiment une très nette augmentation. Le nombre des voix en l'espace d'1 an et demi recueillies par l'UPR a été multiplié selon les endroits par 3, 4, 5, 6 et même par 8,5 dans l'Aveyron. Alors les gens se mobilisent. Et pourquoi ? Parce qu'on redonne goût et espoir et confiance dans la politique. La politique avec un grand P. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un mouvement avec des petites phrases, des slogans, vous n'allez pas me voir courir en jogging, etc. Nous, on est un mouvement sérieux. Nous, on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on dit aux Français, voilà ce qui est en train de se passer, et ce qui est en train de se passer d'ailleurs est extrêmement grave, et voilà pourquoi il faut se mobiliser. Eh bien, quand on s'adresse aux Français, comme aux autres peuples sans doute, mais enfin, moi je m'adresse aux Français, qui sont quand même un des peuples les plus politiques du monde, c'est qu'on est quand même une vieille nation très politisée, et quand on s'adresse aux Français en parlant à leur intelligence, on ne les prend pas pour des imbéciles, on leur dit les choses, et bien ça marche. Alors il y a eu la présentation d'hier était assez sympathique parce que il y avait de la musique, c'était organisé d'une façon un petit peu plus professionnelle que d'habitude, parce que notre mouvement se développe, on a de plus en plus de talents qui nous rejoignent, et on a présenté au public une petite vidéo donc de 3 minutes qui a beaucoup plu, parce que c'est une petite vidéo qui présente notamment nos têtes de liste dans les 12 départements que constitue la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. C'est une gigantesque région, cette nouvelle région. Et le public, d'un seul coup, quand ils ont vu on présentait 207 candidats dans cette région, 12 têtes de liste, et qu'il y avait les photos les unes après les autres des 12 têtes de liste, qui d'ailleurs sont montées ensuite à la tribune, ils étaient au premier rang, les photos de ces têtes de liste avec leur profession. D'un seul coup, ça fait un choc visuel, parce que d'un seul coup, les gens voient que c'est incarné, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des noms, des mots. Il y a effectivement des hommes et des femmes qui sont derrière. Et donc, les gens commencent à réaliser que l'UPR, c'est pas Asselineau. Et en plus des gens comme eux, des gens. Et voilà, et en plus des gens comme eux. Ben oui, on a un professeur, on a une mère au foyer, on a un consultant en stratégie, on a un charpentier, etc. Donc on a des gens qui sont la France. On a des gens venus de la droite, des gens venus de la gauche. On a la France, voilà. Et donc les gens se rendent compte que, vous savez, dans les débuts, quand j'ai créé l'UPR, il y a des gens qui ricanaient en disant que c'était le bloc d'Asselineau. Bon. Et puis après ça, on nous disait qu'on était un groupuscule ridicule. Bon. Et puis après ça, qu'on était un tout petit parti. Mais maintenant, le rire de nos adversaires s'est figé, parce qu'ils ont commencé à se rendre compte que
on est en train de réaliser ce qui était jugé comme impossible. On est en train de réussir l'impossible. Au niveau national, je me permets de le souligner, on présente pour les élections régionales 1969 candidates et candidats, ça presque 2000. On se présente dans les 12 grandes régions de France métropolitaine, sauf la Corse, on ne se présente pas en Corse, plus à l'île de la Réunion. Donc, il nous manque la Corse et puis la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Mais on se présente aussi à l'île de la Réunion, ça fait quand même 1969 candidates et candidats. Eh bien, c'est quand même beaucoup. Oui, mais on avait plutôt l'habitude de retrouver les idées de l'UPR au niveau de l'Europe, au niveau du monde, et peu au niveau des provinces, je dirais, ou des départements. C'est une question qui nous est souvent posée. Je m'étonne un peu d'ailleurs qu'on nous la pose, parce que quand j'ai créé l'UPR, j'ai pas créé un think tank. J'ai créé un parti politique. Un parti politique, ça a vocation à accéder au pouvoir. Notre objectif, c'est pas de faire de la figuration. Notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir, et nous y arriverons. Ça paraît peut-être audacieux de le dire, mais quand on le disait il y a 4 ou 5 ans, les gens me tournaient en dérision. Maintenant, les gens commencent à moins rigoler parce qu'ils voient notre ascension qui est très rapide. Donc, pourquoi on se présente aux élections régionales ? Parce qu'un parti politique, ça doit se présenter aux élections, c'est tout. Et ça n'est pas parce qu'on est sur une thématique essentielle nationale qu'on ne doit pas se présenter aux autres élections. Au moment des élections européennes, l'année dernière, en mai 2014, il y a des gens, des bons samaritains qui nous ont dit mais pourquoi vous vous présentez aux élections européennes puisque vous êtes contre l'Europe. Bon, nous on disait ben oui mais c'est pas parce qu'on est contre un système qu'on ne peut pas se présenter aux élections de ce système. Sinon, on ne se présentera jamais nulle part. Il y a toujours 1000 raisons pour ne pas se présenter. Il ne faudrait pas qu'on aille aux européennes parce qu'on est contre l'Europe. Il ne faudrait pas qu'on aille au départemental, au municipal et au régional parce que notre sujet, c'est l'Europe. Et finalement, on va à quoi ? On ira seulement à l'élection présidentielle et puis on dirait coucou, c'est nous. Mais si les gens ne nous ont pas connus auparavant, comment est-ce qu'ils pourraient voter pour un parti qu'ils n'ont jamais vu ou pour un candidat qu'ils n'ont jamais vu ? C'est pas la seule raison. C'est qu'au moment des européennes, on avait effectivement un vrai message à délivrer. D'ailleurs, Nigel Farage au Royaume-Uni, il s'est fait connaître en se faisant élire député européen alors qu'il veut sortir de l'Europe. Donc on a bien fait d'aller aux européennes, on avait présenté à peu près 180 candidats, ça fait énormément grimper notre notoriété et le nombre de nos adhérents. Là, nous rééditons la même chose sur les régionales. Cette année, je vous l'ai dit, c'est 1969 candidats, ça va faire grimper de nouveau notre notoriété et le nombre de nos adhérents. Donc c'est pour faire connaître notre mouvement, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a objectivement des liens très importants entre les questions européennes et les questions régionales. Et nous, on va expliquer aux gens qui veulent bien nous écouter que quand ils vont avoir les listes de l'herpès ou de je ne sais pas qui vont leur promettre avec nous on va vous apporter des emplois, nous on dit non, c'est pas vrai. Une région, elle peut éventuellement susciter ou promouvoir, c'est ce que nous on propose, apporter beaucoup d'aide aux TPE, aux PME, à l'artisanat, parce que c'est là qu'il y a des gisements d'emplois. Mais en gros, les grandes données macroéconomiques, ça se traite au niveau national, avec les taux d'intérêt, la politique budgétaire, la valeur externe de la monnaie. Tout ceci a été volé aux Français. Ça se traite à Bruxelles ou ça se traite à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Les régions traitent également les fonds dits européens. Donc c'est les fonds européens, notamment les fonds du Fonds européen de développement régional, que gèrent les régions. Donc nous, on dit à l'occasion de ces élections, les fonds dont on parle, les fonds européens, c'est pas des fonds européens, c'est les Français qui les payent et même qui les surpayent, puisque je rappelle que chaque année on donne à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui sont prélevés au moment de l'entrée sur le territoire français de produits venant fabriqués dans des zones en dehors de l'Union européenne. Si vous achetez un téléphone portable, par exemple, ce sont les droits de douane qui sont acquittés à l'entrée sur le territoire français. Ça, c'est bien au bout de course le consommateur français qui les paye, c'est dans les prix de vente. Eh bien, tout ceci, ça fait 23 milliards d'euros qui sont transférés à Bruxelles, et Bruxelles ensuite nous les restitue
en pluie fine, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, alors aux agriculteurs, aux chercheurs, aux offices du tourisme, aux collectivités locales sous les formes du fonds du FEDER, etc. Et à chaque fois, en disant, on vous donne cet argent à condition de faire la promotion de l'Union européenne pour montrer à quel point l'Union européenne est un truc formidable. Mais on donne 23, on reçoit 14. C'est-à-dire qu'en fait, on nous pique 9 milliards d'euros. Donc nous, on va montrer cette escroquerie aux Français en leur disant que si nous sommes sortis de l'Union européenne, eh bien non seulement on pourra toujours financer, subventionner les agriculteurs, les chercheurs, les collectivités locales, les rocades pour tourner autour d'une ville, etc. Tout ça, on pourra le financer. Mais en plus de ça, on aura 9 milliards d'euros supplémentaires à consacrer au logement social, à l'aide à certaines entreprises en difficulté, voire au désendettement de la nation. Et puis alors, il y a encore d'autres éléments que l'on a présentés, qu'on va développer au cours des 2 mois qui viennent de notre programme. On a un vrai programme régional où l'on va avoir une application au niveau régional de notre programme national. Par exemple, il est prévu la privatisation des TER. Vous savez, les trains, comment dirais-je, express régionaux qui sont à l'intérieur des régions. Nous sommes absolument opposés à la privatisation de la SNCF, comme d'ailleurs d'EDF, de GDF. Nous sommes pour la renationalisation des réseaux d'adduction d'eau et des réseaux d'autoroutes, notamment. Donc nous, dans les régions, nous nous opposerons à la privatisation des TER. Nous ferons également, alors je ne vais pas vous décliner ici, on n'a pas le temps, tout le programme que nous présentons dans l'ensemble des zones de compétences des régions. Elles ont des compétences particulières, mais on va également appliquer un élément très important de notre programme national qui est d'avoir recours beaucoup plus souvent au référendum. Donc sur tous les grands sujets régionaux qui préoccupent les populations, par exemple dans la zone Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, la LGV. Mais dans la région Pays de la Loire, ça va être l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais en Île-de-France, ça va être le Grand Paris et l'organisation des Jeux Olympiques éventuels. Mais à l'île de la Réunion, ça va être une espèce de un projet pharaonique d'une route du littoral sur pilotis qui devrait coûter des dizaines, au moins 13 ou 14 milliards d'euros. Dans toutes ces régions, enfin j'en cite 4 au hasard, dans toutes ces régions, il y a des grands projets qui suscitent l'inquiétude d'une grande partie de l'électorat. Eh bien nous disons, ou bien on est en démocratie, ou bien on ne l'est pas. Et comme nous, on veut rétablir la démocratie sur ces grands sujets structurants, eh bien nous prenons l'engagement d'organiser un référendum. L'UPR n'est pas anti-moderniste. On n'est pas contre le progrès. Mais on n'est pas non plus pour le saccage des territoires, et notamment pour faire bénéficier quelques très grands groupes du BTM. Voilà, nous on reçoit pas des enveloppes cachées, si vous voulez, d'un certain nombre de grands groupes, si vous voyez ce que je veux dire. Nous ne sommes pas non plus pour que ce soit l'Union européenne qui fixe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, par exemple pour les LGV, qui fixe les grandes infrastructures. Nous on se dit, ça va, la France elle est quand même maintenant bien équipée. On ne dit pas qu'il faut s'arrêter, elle est bien équipée, mais je dis qu'on a maintenant atteint un degré d'équipement tel qu'il est légitime de demander aux populations, est-ce que vous êtes d'accord pour aller encore un peu plus ? De mémoire, je crois qu'il y a à peu près 8% du territoire national qui est maintenant artificialisé, c'est-à-dire qui est couvert de macadam. C'est beaucoup, 8%. Si vous avez toutes les routes, toutes les autoroutes, tous les parkings des centres commerciaux, etc., vous avez 8% du territoire qui est désormais artificialisé. Est-ce que l'avenir de la France, c'est que, je sais pas, en 2200, il y ait 60% de la France qui soit macadamisée ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il nous paraît normal de demander aux populations. Et ce qui fait la spécificité de l'UPR, c'est que sur ce genre de grands projets, la LGV par exemple, en gros, vous avez très souvent LR, PS, Modem, qui en général sont pour. Et puis vous avez très souvent les écologistes et l'extrême gauche qui est contre. Et nous, sur ces sujets, on dit, on va demander aux gens, on va leur demander et on va leur dire les avantages et les inconvénients. On va parler aux Français en adultes.
On va leur dire, voilà, ça a des avantages d'avoir une route à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça, objectivement, c'est vrai que l'aéroport, par exemple, c'est dans la région Pays de la Loire, mais c'est vrai que ça a des avantages. Avec l'aéroport de Nantes, il est un peu congestionné, etc. Mais ça a aussi des gros inconvénients que tout le monde connaît. Et finalement, on va demander aux gens, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? C'est pareil pour la LGV en Aquitaine. Voilà, ça, objectivement, on ne peut pas dire que ça n'a aucun avantage. Mais est-ce que les avantages valent le coup? On mettra sur la table tout ça, y compris aussi l'augmentation de la pression fiscale qui se cache derrière tout ça. Hein, par exemple, je sais pas, les Jeux Olympiques en Île-de-France ou bien la route du littoral à l'île de la Réunion, ça va faire augmenter les impôts locaux au profit de la région dans des proportions très importantes pour les populations. Est-ce que les gens sont d'accord ou pas d'accord? Puis voilà. Alors ça, c'est un élément qui nous distingue des autres. Il y a d'autres éléments sur notre programme régional. Alors, je ne vais pas tous les dire, mais ceux qui me viennent à l'esprit, par exemple, c'est aussi une moralisation des collectivités locales. On ne peut pas, compte tenu de la situation économique du pays, de la situation sociale, il y a de plus en plus de gens pauvres ou de chômeurs, etc. On ne peut pas continuer à avoir une espèce de caste d'élus qui vivent de façon sardanapalesque. Voilà. Donc nous, notre projet, c'est de proposer la division par 2 du nombre de conseillers régionaux. C'est également de commencer par faire un grand audit, arriver au pouvoir régional, un grand audit des dépenses qui ont été faites de la région, de sabrer dans le nombre de membres de cabinet, dans le nombre de voitures de fonction, dans les voyages d'études, etc. Et éventuellement, si on constate des abus de biens sociaux, des détournements de fonds, d'immédiatement de saisir la justice. Il faut rendre public également les rapports des chambres régionales des comptes et les réponses qui ont été faites. Donc on veut moraliser la gestion. Également d'ailleurs, s'agissant d'autres, on prend l'engagement, nous refusons tous les cumuls de mandats et nous refusons aussi plus de 2 fois un mandat. C'est-à-dire que les gens qui seront les membres de l'UPR, les candidats de l'UPR, qui seront élus conseillers régionaux, si nous en avons, il ne faut pas l'exclure, eh bien, puissent éventuellement faire ensuite un 2e mandat, mais pas davantage. Hein, ça, c'est un engagement qui fait partie de notre programme national. En région Aquitaine, vous avez vu que le président du conseil régional Aquitaine, M. Alain Roussel, se présente pour une 4e fois. Bon, ça va, ça fait déjà 18 ans. Ça devient quoi là, ça devient Kim Il-sung. Donc ça va bien. Il faut arrêter avec ça. Nous disons qu'il faut qu'il y ait un renouvellement des hommes et des femmes politiques et que ça passe par pas plus de 2 mandats sur ce mandat de conseillers régionaux. Voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets, hein, mais dans le cadre qui nous est imparti, je vais pas aller au-delà pour l'instant. Donc pour finir sur une note plutôt optimiste, vous étiez content de la synergie d'hier? Oui, franchement, c'est bien. Merci François Asselineau.